Donc pour ce qui est de l'approche juridique, il ressort de l'historique législatif et réglementaire que nous avons depuis 1955 le premier texte à peu près significatif qui va donner lieu à un certain nombre d'autres textes qui peuvent être réglementaires, ou il peut y avoir évidemment, comme on le verra aussi, un cadre législatif, mais avant 1955, finalement, on n'avait aucune mesure ni législative ni réglementaire qui était réellement applicable aux immeubles d'habitation. On faisait, voilà. Alors, pensez bien qu'à l'époque où on construisait, par exemple, les bâtiments dans lesquels on se trouve aujourd'hui, hein, c'est un exemple, ben, il y avait un vide total. Bon, cela dit, et on y reviendra, le mode de vie d'aujourd'hui n'est pas celui de l'époque haussmannienne. Et l'usage qu'on fait aujourd'hui de nos appartements, les matériaux dont on est entouré, voilà, font que les problématiques sont différentes. Et donc la prévention doit être abordée d'une manière un peu différente aussi. En gros, donc, un certain nombre de textes avec des arrêtés sur lesquels on viendra, mais juste dans le principe. Vous savez qu'il y a une hiérarchie dans les textes législatifs et réglementaires. On a la loi, après la loi, on a le décret d'application, puis ensuite on a les arrêtés d'application. C'est des choses qui sont hiérarchisées. Et on a un certain nombre de principes réglementaires qui sont définis par le Code de la construction et de l'habitation, et on a ensuite un certain nombre de textes d'application que sont des arrêtés qui finalement fournissent des outils pour mettre en application des objectifs qui sont fixés soit par la loi, soit par le décret. Hein. Je ne suis pas juriste, mais j'essaye de simplifier l'explication. Je pense qu'on n'est pas trop loin de la réalité. Donc, en 1960, en 1970 et en 1986, on a des arrêtés qui paraissent. Ils ont été, entre-temps, notamment suite 86, modifiés. On est en cours aussi de réviser cet arrêté. Mais ces arrêtés ont un particularisme, c'est qu'ils ne s'appliquent qu'aux bâtiments qui sont construits dans leur période où ils sont finalement d'actualité. Autrement dit, un immeuble construit en 1963 ne peut pas relever de l'arrêté de 1986, parce qu'il y a un principe de non-rétroactivité, sauf à ce qu'il fasse l'objet de travaux importants, conséquents, qui, du coup, pour cette partie de travaux en question, peut l'amener à devoir évoluer par rapport à un contexte réglementaire plus récent. Mais on notera que le principe de non-rétroactivité réglementaire reste une des bases fondamentales dans l'approche juridique de la sécurité incendie dans les immeubles d'habitation. Il y a à côté de cela des textes d'accompagnement, sont des circulaires. Il y en a une qui est bien connue, c'est la circulaire du 13 décembre 1982 qui s'applique à tous travaux de réhabilitation, qui finalement fixe l'objectif de ne pas diminuer le niveau de sécurité. Mais elle a le mérite d'exister, elle a été prise justement pour le bâti ancien, elle est toujours d'actualité, puis on en a une de 2007 qui traite plutôt de la ligne de partage entre les logements foyers et les établissements recevant du public de type J. C'est, je dirais, pour les préventionnistes, quelque chose que vous connaissez, puisque les types J sont les foyers pour personnes âgées classés ERP, alors que les logements foyers relèvent de la réglementation des bâtiments d'habitation. Ce n'est pas la même chose du tout. Et donc la ligne de partage, elle est fixée à travers notamment cette circulaire, un problème de girage, c'est-à-dire de taux de personnes handicapées ou à mobilité réduite, etc. On va dépendante, oui, pardon. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais enfin, sachez que ça fait partie de l'arsenal juridique d'accompagnement. Je reviendrai juste sur deux articles du Code de la construction et de l'habitation qui sont des articles qui, finalement, ont été pris par décret, donc que je considère comme étant le cadre général de la sécurité incendie. Ça ne va pas être très long, mais je pense que cela mérite d'être rappelé. Depuis 1955, cet article existe, il est codifié sous R111-13 du Code de la construction et de l'habitation, et on dit que la disposition des locaux
les structures, les matériaux et équipements des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie, c'est qu'une phrase. Mais encore une fois, on fixe un cadre général. On dit aussi que les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie. Le logement, du coup, apparaît comme étant un volume dans lequel on doit être protégé. C'est un objectif. Après, on verra qu'on a différentes manières de l'atteindre, l'objectif. Mais en tout cas, il est fixé depuis 1955, donc depuis 60 ans. La construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours. Voilà l'article R111-13 du Code de la construction et de l'habitation, qui à lui seul est déjà très lourd de portée et résume bien les objectifs qui sont ceux qui sont fixés pour un immeuble d'habitation, et quelle que soit d'ailleurs la construction, après 60 ans, il serait difficile de ne pas au moins s'approcher de ces grands principes. Un deuxième article qui lui est plus récent, qui représente un peu l'exception de la règle de non-rétroactivité juridique dont on parlait tout à l'heure, c'est l'article R129-14, toujours du Code de la construction et de l'habitation, et qui a été pris dans le cadre des textes législatifs réglementaires sur les détecteurs de fumée. Alors vous allez voir, ça n'a pas grand-chose à voir avec les détecteurs de fumée, mais ça a été glissé dans ces textes, de sorte à être à peu près passé inaperçu dans beaucoup de cas chez les bailleurs, chez les gestionnaires immobiliers, dans les copropriétés également. Hein, cet article dit que dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, eh bien, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risque vers les circulations et dégagements. C'est une demi-phrase, mais qui est très lourde de conséquences, parce que aujourd'hui, ce texte, qui est à portée totalement rétroactive, visera tous les bâtiments, quel que soit l'âge, en termes de protection des circulations et dégagements par rapport aux locaux à risque. Locaux à risque étant les locaux à poubelles, les locaux vide-ordures, les caves, les locaux à poussettes, enfin tout ce qu'on peut, les chaufferies, tout ce qui peut générer un risque en partie basse et qui peut éventuellement entraîner une propagation du feu. Donc la portée me semble être importante. L'impact de ce texte, en revanche, dans le milieu de l'habitat collectif, est très faible parce que méconnu. Bien sûr, il y a la loi du 1er août 2003, elle faisait partie de l'arsenal juridique. On le rappelle juste, qui est une loi qui, notamment, celle d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, permet à des maires de prendre d'office des mesures de sécurité dans des immeubles, même si ces derniers ne justifient pas d'une procédure de péril ou ne sont pas en procédure d'insalubrité. C'est un peu théorique, parce que faut-il encore que le maire soit saisi, faut-il encore qu'il y ait une démarche qui précède, si vous voulez, celle d'imposer des mesures. On se rend compte dans la pratique que ça n'est que très rarement appliqué. Alors, deux mots juste, mais c'est que pour rappeler le contexte, la loi du 9 mars 2010 qui est celle des détecteurs de fumée, le décret du 10 janvier 2011, l'arrêté du 5 février 2013, ce sont des textes donc, qui, au départ, visent l'obligation d'installer dans tous les lieux d'habitation au moins un détecteur de fumée. Depuis le 9 mars 2015, tout logement est réputé disposer d'au moins un détecteur autonome avertisseur de fumée. Charge aux propriétaires de l'installer depuis la loi dite Allure du 24 mars 2014, puisque en 2010, c'était à la charge de l'occupant. Donc, bien sûr, l'arrêté du 5 février 2013 dit aussi qu'il ne faut pas de détecteurs dans les circulations communes. C'est uniquement réservé au logement. Hein, c'est juste un rappel, mais vous verrez qu'il peut avoir son intérêt de le rappeler, puisque l'esprit de cette loi, de ce décret et de cet arrêté, c'est de réveiller des gens dans leur logement.
ou de sensibiliser les gens à l'intérieur du logement lorsqu'il y a le feu chez eux, mais en aucun cas de provoquer une démarche d'alerte générale dans l'immeuble qui pourrait, je dirais, entraîner une évacuation. Le principe de sécurité incendie dans l'habitat collectif n'est pas l'évacuation, ça peut être évidemment une mesure, mais secondaire. Le principe prioritaire de la sécurité incendie dans l'habitat collectif, c'est de rester confiné dans son logement, puisqu'on est dans un logement réputé nous protéger. Alors, je ne parle pas du logement dans lequel le feu s'est produit, bien sûr. Mais quand on est dans le restant de l'immeuble, on est réputé protégé, au moins le temps nécessaire pour les secours d'arriver et d'intervenir. Une autre obligation introduite par l'arrêté du 5 février 2013, c'est l'obligation d'afficher dans tous les halls d'immeubles les plans et les consignes adaptées. Cela existait déjà dans le secteur de compétences du préfet de police de Paris, mais c'est généralisé maintenant, quel que soit l'âge de l'immeuble, pour tous les immeubles de deuxième, troisième, quatrième famille. Donc dès lors qu'on est dans du collectif, on a obligation d'afficher. Alors non pas un plan d'évacuation, on ne va pas mettre en bas, à proximité de la porte d'entrée, un plan d'évacuation avec lequel on explique aux occupants du logement comment ils doivent évacuer. Ça aussi, malheureusement, on le lit de temps en temps. Non, c'est un plan destiné aux secours. C'est des secours qui, à l'entrée, doivent pouvoir disposer d'un plan de rez-de-chaussée et de sous-sol pour connaître l'organisation du bâtiment. C'est une petite précision qui peut être donnée. Je terminerai par simplement le code pénal, même si on constate que l'usage qui est fait de cet article est relativement modéré en termes de conséquences d'un incendie, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que cette disposition existe. Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, c'est vrai, mais toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit lorsque la loi le prévoit en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, et s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il dispose. Voilà, je crois que ça, c'est assez clair. Quand on est en position de pouvoir ou de devoir faire un certain nombre de choses et qu'on ne l'a pas fait, on peut être inquiété sur le plan pénal. Alors, je précise également, s'agissant de profession du logement en général, on a les gestionnaires, on a les syndics qui ne possèdent aucun pouvoir en tant que tel de mise en œuvre de travaux, mais dont on peut attendre, à minima, un devoir d'information et de sensibilisation. Après, le conseil syndical est souverain, l'association des copropriétaires est souveraine, et chacun agira en fonction de la perception qu'il peut avoir et en assumera les pleines responsabilités. Simplement, un maître d'œuvre, lorsqu'il passe dans un bâtiment, un syndic, un gestionnaire, lorsqu'il a géré un immeuble, un patrimoine, me semble-t-il, ça n'engage que moi, a minima un devoir de conseil vis-à-vis de ces problématiques, de manière à sensibiliser les gens sur l'existence éventuelle de risques en matière de sécurité incendie.